Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau. Alors au sommaire, aujourd'hui, une pépinière pour faire pousser les entreprises, si je vous jure. C'est Linda Gendre-Perrette qui est notre invitée qui va nous expliquer tout ça. Ensuite, chut, tu ronfles, rien de pire que dormir à côté d'un ronfleur. C'est abominable. Pas sûr, parce que le ronflement n'est pas seulement un mal sonore et c'est Bertrand Joly, notre expert, qui nous dira tout ça. Être une femme dans le rural, c'est le défi relevé par Emmanuelle Reguette. C'est une jeune éleveuse porcin et c'est la rencontre de Francesque. Enfin, nous conclurons notre émission avec le parfait petit manuel de l'entreprise, version questionnaire. Et à mes côtés, Lisa. Bonjour Lisa, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour à tous. Vous allez bien ? Aussi, très bien, et vous ? À côté de vous, Linda Gendre-Perrette. Vous êtes chargée de mission animation économique territoriale à la CAPA, la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Et vous êtes avec nous, je vais y arriver aujourd'hui, parce que c'est la dernière ligne droite avant la clôture de remise des dossiers de candidature pour la fameuse pépinière et l'hôtel d'entreprise. Donc c'est un service qui est mis à disposition par la M3E, la fameuse mission entrepreneur, entreprise, emploi. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que c'est ? Un service mis en place par la CAPA pour aider les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, en soutien et en partenariat avec l'ensemble des acteurs du territoire pour accéder à la bonne info au bon moment. D'accord. Alors, le nouveau service proposé, c'est la fameuse pépinière et l'hôtel d'entreprise. C'est pas forcément nouveau, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors, une pépinière d'entreprise, comme son nom l'indique, c'est fait pour aider à une jeune pousse à se développer, tout simplement. Et la jeune pousse, c'est l'entreprise. Donc, ça concerne des entreprises qui sont déjà créées, contrairement au dispositif d'accompagnement au montage du projet ou à la création d'entreprise. Donc là, c'est juste après. Voilà, c'est juste après, de 0 à 2 ans, l'entreprise vient d'être créée et en fait, le chef d'entreprise découvre tous les aspects de la vie de l'entreprise et il a besoin d'être aidé sur un aspect, un autre, de la commercialisation, du marketing, de la gestion, tout simplement comment aborder le client. Et là, la pépinière offre un service de soutien avec des compétences et avec un accompagnement permanent dans des locaux qui lui sont attribués. Et voilà, pas que. Il y a l'accompagnement, mais il y a aussi l'emplacement, et ça, c'est extrêmement important. Tout à fait, puisqu'en fait, une pépinière, c'est de l'immobilier d'entreprise, de l'immobilier temporaire. Donc, on accueille l'entreprise qui bénéficie d'un bail, qui a donc son hébergement, un bureau avec tout son équipement. Elle sait les locaux de l'entreprise, véritablement. Et ces locaux sont inclus dans un espace mutualisé où elle peut bénéficier donc de matériel, de salles de réunion, de salles de repos et de rencontres avec d'autres acteurs et bien entendu de toute l'animation qui est proposée au sein de la M3E. Alors quelle différence entre la pépinière et l'hôtel ? Bien, c'est une question d'âge. L'hôtel, on est devenu plus grand, on est plus indépendant. Donc, entre 0 et 2 ans, on est en pépinière. On a un soutien renforcé. Au bout de 2 ans, a priori, si on a bien travaillé, voilà, l'entreprise est beaucoup plus indépendante. Le chef d'entreprise est beaucoup plus performant par lui-même. Et donc là, il passe en hôtel. Donc, bien entendu, il y a des tarifications d'hébergement, puisqu'on a un loyer. Et ce loyer évolue aussi en fonction de l'âge de l'entreprise. Et donc, à partir de 2 ans jusqu'à 6 ans, on est en hôtel pour pouvoir ensuite s'implanter de façon pérenne sur le territoire et on l'accompagne également dans ce sens-là. Alors, étape par étape, la couveuse, la pépinière, l'hôtel, quel type d'entreprises sont concernées ? Alors, a priori, donc on va essayer de sélectionner, puisque la procédure est en cours. On va essayer de sélectionner, déjà bien entendu, par le partenariat avec l'incubateur Inisia, qui sera co-animateur sur cette pépinière. Alors là, des entreprises innovantes. Tout à fait. Donc nous avons des candidats qui sortent de l'incubateur. C'est une étape suivante à l'incubation, puisque l'incubation, c'est avant la création, la pépinière, c'est juste derrière. Donc on aura effectivement des entreprises innovantes, mais pas que. Notre territoire n'est pas suffisamment structuré pour n'accueillir que des entreprises innovantes et beaucoup d'autres entrepreneurs ont besoin. Donc quel type d'entreprise ? Eh bien, en fait, ce sont des entreprises qui seront en lien avec les objectifs politiques de développement du territoire de la CAPA. Donc, il y a des grands secteurs qui ont été retenus au niveau du schéma d'aménagement et du développement économique de la CAPA, avec, par exemple, tout ce qui relève des TIC, avec, par exemple, tout ce qui relève de sport, de l'activité physique de pleine nature, mais aussi de façon plus générale, si c'est un projet, si c'est une entreprise qui répond à un besoin ou qui rend service à d'autres entreprises,
ou qui est porteur de création d'emplois à terme. Alors Linda, on précise, les TIC, ce sont les technologies de l'information et de la communication. Tout à fait. Revenons sur cet appel à candidature. Il y a combien de personnes qui vont être sélectionnées? Alors en fait, nous avons à l'heure actuelle 3 bureaux pouvant accueillir 2 personnes, et ça c'est pour la pépinière, et 1 à 2 bureaux pouvant accueillir en hôtel. Ce sont des toutes petites structures au sein de la M3E. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est en phase test. La CAPA souhaite véritablement développer ce type de service et répondre à un besoin. Mais avant de se lancer dans un projet ambitieux, qui est envisagé, qui est prévu, tout à fait, nous nous lançons dès maintenant véritablement pour construire un fond, un contenu à ce projet. L'objectif, c'est de pouvoir proposer un vrai service. Une pépinière, ce n'est pas que des murs, ce n'est pas que de jolis locaux. Là, pour l'instant, ils ne sont pas très jolis. On fera ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je ne me prononce pas. Voilà. Mais véritablement, ce qu'on offre, c'est l'animation, c'est l'accueil, c'est le soutien. Et quand tout cela sera vraiment bien en place, bien en fait, les locaux qui seront beaux, ce sera la cerise sur le gâteau. Linda, ces locaux qui ne sont peut-être pas beaux, mais qui sont quand même bien pratiques, on est d'accord, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Mais c'est quand même une location à des prix défiant toute concurrence. Voilà, ce sont des prix qui incluent donc les services et les charges. L'objectif, c'est véritablement d'avoir une gamme qui monte. Là, on a un bureau, effectivement, en première année à 195 € par mois, sachant que derrière, il y a 20 heures de salle de réunion à disposition, il y a les photocopieuses, il y a du secrétariat, il y a l'accueil téléphonique. Donc, il y a toute une série de services qui viennent en complément de ce loyer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour candidater? Déjà, on peut appeler à la M3E, tout simplement. On a essayé de concevoir un dossier qui soit le plus simple possible. Si la personne a déjà été accompagnée en avant création, en général, on va récupérer le dossier du partenaire, puisqu'on travaille avec tout le monde. Donc, on récupère ce dossier. On a juste besoin d'un petit peu d'explication sur les motivations. Qu'est-ce que la personne attend vraiment, puisque c'est un accompagnement humain aussi. Donc, par rapport à ce dossier initial, pas seulement le côté financier, le côté entreprise, mais vraiment aussi le côté humain. Ensuite, si elle n'a pas été accompagnée, on l'aidera à monter ce dossier. L'objectif est de pouvoir avoir une grille de lecture qui soit claire pour pouvoir le proposer au comité d'agrément et avoir une vraie sélection d'entreprises qu'on pourra accompagner et à qui on peut apporter quelque chose. On n'est pas juste des locaux. Linda, vous avez parlé évidemment des entreprises qui vont être sélectionnées sur la CAPA, donc la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Mais les entreprises qui ne sont pas sur Ajaccio, est-ce qu'elles peuvent bénéficier d'un service? Alors, bien entendu, puisqu'il y a un service complémentaire. L'objectif, c'est de créer une plateforme qui soit dynamique. Là, on va avoir 3, 4, peut-être 5, 6 entreprises qui vont être en pépinière et en hôtel. Ça ne crée pas une dynamique. On a la plateforme M3E, où on a du mouvement, où on a les informations collectives, où on a les permanences. Et on ouvre également donc, un espace de coworking et les bureaux et les salles de réunion à la location ponctuelle. L'objectif, c'est quoi? C'est vraiment de créer cette dynamique et d'offrir un service. Donc, des entreprises qui sont hors du territoire ou qui sont seules à la maison, qui n'ont pas besoin d'un local permanent. Par contre, une salle de réunion, un bureau pour pouvoir recevoir de façon professionnelle. Juste une idée, par exemple, la demi-journée pour 20 à 30 personnes? Pour 20 à 30, 54 €, toutes charges comprises. Ça coûte moins cher que d'aller au resto. Voilà, mais ce n'est pas le même service non plus. Non, c'est sûr. Vous ne mangerez pas à la M3E. Vous pouvez aller au resto juste après. Voilà, tout à fait. Merci Linda. Vous restez avec nous. Cette chronique vous a inspiré, hein, Lisa, pour votre jeu. Alors, vous allez peut-être pas voir tout de suite le rapport, mais je vous pose la question. On va jouer ensemble là tout de suite et je vous pose la question d'abord et après vous regardez l'extrait. Il y a peut-être un indice dedans. Alors, comment s'appelle le vaisseau de Star Trek? On regarde. How we doing, Trip? Ready when you are. Prepare for warp. Course laid in, sir. Yeah, of course. Yeah. Alors, est-ce que vous avez le jeu de mots? En tout cas, nous, voilà, on jeu de l'a. mots. Merci Lisa, parce qu'il faut aider nos téléspectateurs. Exactement. Star Trek qui traverse les âges, hein, Célia. Oui. Cet été est sorti le dernier volet du film et bientôt en DVD. Hein, Alors, voilà. pas aujourd'hui à gagner, mais... Non, pas aujourd'hui à gagner. Aujourd'hui, on a le CD de Sparty. Et
le livre, un petit vélo dans la Corse. Le fameux. Le fameux, toujours. Voilà, appelez-nous 0800 3x0 900 et on vous prend au téléphone tout à l'heure. Merci. Alors, chaque nuit, nous sommes plus de 10 millions à ronfler, rien qu'en France. C'est terrible. Je ne sais pas si vous ronflez. Vous pouvez le dire, avouez-le. Évidemment que non. Ah oui, vous êtes une fée. Donc, rien de pire que dormir à côté d'un ronfleur, me direz-vous. Pas que, puisqu'il peut se cacher un mal bien plus grave que le mal sonore. Et pour en parler, notre expert Bertrand Joly, qu'on accueille. Bonjour Bertrand. Je vous en prie, prenez place. Donc Bertrand, installez-vous, vous êtes chirurgien ORL et dites-nous pourquoi, Bertrand, sommes-nous plus de 10 millions chaque nuit à ronfler? Parce que nous vieillissons, Ah, tout simplement. donc ça, c'est pas une mauvaise chose finalement. Entre autres. Mais on a tous une configuration anatomique qui est particulière, certains plus que d'autres. Et donc, avec le temps, avec des modifications un petit peu dues à l'âge et à certains médicaments, à certaines mauvaises habitudes, on se met à ronfler parce que les tissus se relâchent. C'est quoi? C'est la gorge, le nez? D'où vient le ronflement? Le ronflement, c'est cette nuisance sonore qui vous pollue la nuit. Hein, c'est ce bruit qui vient du voile du palais qui vibre. D'accord. Parce qu'il y a justement des conflits, on va dire, dynamiques de l'air qui passe au niveau des voies respiratoires, qui mettent en branle tout un système de muscles qui se mettent à faire du bruit. Alors Bertrand, ce sont les hommes ou ce sont les femmes qui ronflent le plus? Manifestement, Ça les fait rire. c'est quand même un peu plus les hommes que les femmes. Ah Parce que C'est mignon. il y a des facteurs anatomiques qui jouent quand même, C'est-à-dire notamment la corpulence. Un homme qui a une masse musculaire plus importante va avoir une base de langue plus importante, donc un risque plus important d'une chute de la langue en arrière qui va diminuer le volume et l'espace pharyngé. Il y a des mauvaises habitudes qui sont peut-être un peu plus marquées chez les hommes que chez les femmes. Peut-être un peu plus d'alcool, peut-être un peu plus de tabac. Oui, alors, qu'est-ce qui favorise le ronflement? L'alcool, le tabac? L'alcool, le tabac, le surpoids, principal facteur. On a dit l'âge, puisqu'en fait les tissus se relâchent. Ah, sympa. Mais vous avez tous entendu votre enfant ronfler quand il avait 2-3 ans. Oui. Ça, c'est un autre facteur. C'est l'obstruction des voies respiratoires, notamment du nez, à cause des végétations chez les enfants. Mais chez l'adulte, ça peut être des gens qui ont le nez étroit, ou une déviation de la cloison, ou une rhinite allergique. Et voilà. J'ai l'impression que vous parlez de moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à part siffler ou pincer ou donner un coup de coude à la personne qui est à côté pour essayer de dormir? Alors, quand vraiment on en a marre, on peut dire, va consulter un médecin, ORL de préférence, pour qui est l'objectif si vraiment il y a quelque chose à faire sur le plan anatomique. Il y a des choses simples, des règles d'hygiène simples. Lutter contre le surpoids, éviter le tabac le soir, éviter l'alcool. On a tous ronflé une fois qu'on était très fatigué, qu'on avait bu un peu trop. Donc ça, c'est des règles d'hygiène simples. Il peut y avoir un bilan de santé pour éliminer, par exemple, des problèmes de thyroïde. Il peut y avoir un problème de surpoids, ça c'est le principal cause, mais il y a des personnes qui ronflent beaucoup sans être en surpoids. L'ORL va faire un constat, il va vous dire, écoutez, oui, là vous avez le nez bouché, vous avez des gros amygdales, vous êtes mal foutu. En gros, quoi. C'est pas que ça. Voilà. Et après, il va vous dire, écoutez, vous êtes motivé ou pas? Parce qu'en général, le ronfleur, lui, il n'est pas très motivé. C'est la personne qui est à côté. Celle qui dort à côté et qui se dit, là, il faut faire quelque chose, j'en peux plus. Et donc, cette personne, si elle est très motivée parce que ça la gêne très socialement, un ronflement, ça peut monter jusqu'à 80 décibels. D'accord. 80 décibels, ça fait du bruit. Ça fait mal au tympan. Ça fait mal au tympan. Bertrand, c'est vrai qu'il y a le mal sonore, ça, on est toutes d'accord pour le dire. Mais le ronflement peut aussi cacher autre chose. Alors, le ronflement, le principal danger, c'est qu'il peut cacher un problème d'apnée du sommeil, ces pauses respiratoires nocturnes qui vont faire baisser l'oxygène dans le sang. Et les tissus n'aiment pas trop ça. Alors, le cerveau n'aime pas trop ça, le cœur n'aime pas trop ça. Ouais. Et ce sont des facteurs de risque cardiovasculaires, donc qui vont augmenter l'incidence d'accidents vasculaires cérébraux, d'attaques, d'infarctus, avec aussi leur cortège de symptômes à minima, qui peut être la fatigue, la dépression, les troubles de la libido, voilà. Donc des choses qui peuvent être très sérieuses et qui peuvent mener même au décès, à la mort subite, et qui motivent des explorations du sommeil par des gens spécialisés. Alors Bertrand, le ronflement, c'est un symptôme ou c'est une pathologie à proprement parler? C'est un symptôme. C'est un symptôme. Donc j'allais dire le cas le plus fréquent et le plus compliqué, c'est peut-être l'apnée du sommeil. Ça, on en a tous entendu parler. Voilà, alors on peut être ronfleur sans apnée du sommeil. Ah. Attention. On ne peut pas déceler ça comme ça. On peut dire que tous les ronfleurs font des apnées du sommeil. Heureusement d'ailleurs. Par contre, les signes qui vont dire qu'il y a peut-être quelque chose sous les ronflements, c'est lorsque vous dormez beaucoup, vous êtes cependant fatigué,
vous avez par exemple des crampes dans les jambes le matin, mal à la tête, vous avez du mal à récupérer, vous êtes obligé de faire la sieste l'après-midi, même si vous n'avez pas bu ou vous êtes fatigué. Alors il y a un petit score qui s'appelle le score des profs, qui est un petit questionnaire qui vous permet de cocher sur un score de 15 où vous en êtes. Si vous avez un score au-dessus de 10, on sait que vous avez un gros risque d'apnée du sommeil. Et là, on vous orientera vers quelqu'un qui fait des enregistrements du sommeil. Donc à surveiller de près le ronflement. Dernière question, Bertrand. Il existe des bagues, des bracelets, des sprays. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces astuces pour arrêter de ronfler ? Pas grand-chose. Non, mais à chaque fois, ça revient sur le... Non, ça souligne la motivation du patient à se prendre en charge et qu'il prend en considération les plaintes de ceux qui sont à côté de lui. Mais en fait, dans la réalité, ça fonctionne peu. Ouais. Parce que, ce sont des pis-aller, que ce soit l'auriculothérapie, les bagues, etc. Il y a des choses simples qui marchent vraiment efficacement. C'est avant tout lutter contre le poids, le surpoids. Ne pas fumer, ne pas boire d'alcool le soir. Ouais. Et après, voir s'il y a un autre problème, c'est voir s'il y a une obstruction du nez ou pharyngée et passer à autre chose. Donc quoi qu'il en soit, on ne prend pas le ronflement à la légère. Merci Bertrand pour toutes vos explications. Vous restez avec nous, le temps de faire la météo et le récap, parce qu'on peut peut-être avoir besoin d'un médecin. N'est-ce pas Lisa ? Oui, le soleil continue et qui dit soleil après pluie dit... Je ne sais pas. Champignons. Champignons, bien sûr, c'est évident. Alors, êtes-vous prêts à aller ramasser les champignons ce week-end ? Je vais vous tester en plateau. Je vais vous montrer quelques sortes de champignons. Vous allez me dire si c'est comestible ou pas. Oui, c'est un cèpe. C'est notre ami le cèpe, évidemment. Oui. Aussi connu que bon. C'est un bolet. Ça, pour l'instant, tout va bien. Celui-ci, bon, pas bon ? Je sais pas, Joker. Il est bon, c'est l'agaric des bois, aussi appelé boule de neige. Cependant, il faut faire attention parce que pour les débutants, il y a de vrais risques de confusion avec des amanites mortelles. Un autre, celui-ci. Non, on dit non. Bertrand dit non. Toujours écouter son médecin. Il est aussi appelé ange de la mort, à votre avis. Il est pas bon. Et oui, un seul exemplaire de taille moyenne suffit pour tuer un homme. Et cela... Merci. Et cela, dites-moi. Non plus, non, ils ne me plaisent pas. Eh bien, ce sont des champignons hallucinogènes, donc à vous de déterminer si c'est comestible ou pas. Donc, les cartes maintenant, revenons-en au temps. Dans l'ensemble, le temps sera plutôt agréable aujourd'hui, bien que le ciel deviendra un petit peu plus nuageux cet après-midi. Malheureusement, le vent se lève et forcera dans l'extrême sud de l'île et ira jusqu'à 50 km/h. Donc, ne vous coiffez pas, mais prenez une petite laine si vous sortez ce soir. Les températures sont entre 20 et 25 degrés. Donc, un temps propice pour les champignons. Complètement. Okay, merci. Alors maintenant, c'est le choix d'INSEM. Être une femme, être jeune, être chef d'entreprise et en plus dans le rural. Linda, est-ce que ça vous semble réalisable tout ça ? Et bien sûr. Évidemment. C'est le défi qu'a relevé Emmanuelle, une jeune exploitante agricole. C'est Francesca qui est allée en Castaniche à sa rencontre. On regarde. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Nous sommes de nouveau ici à San Giovanni di Moriani. Pourquoi ? Pour partir à la rencontre d'une jeune éleveuse porcine, Emmanuelle Redietti, qui a choisi de vivre ici et de travailler au village. Elle est à la tête d'un cheptel d'à peu près une centaine de têtes. Nous partons à son rencontre, vous allez voir pourquoi elle a fait ce choix. Voilà. Emmanuelle Redietti, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes jeune éleveuse, vous avez choisi de vivre ici au village à San Giovanni di Moriani et vous faites de l'élevage de porcs. Pourquoi ce choix ici au village, en plein cœur de la Castaniche ? Écoutez, parce que tout d'abord, c'est mon village. Moi, j'ai toujours vécu ici. Et c'est vrai que pour moi, c'était important de continuer. Mon père a toujours eu des animaux à cet endroit-là. Donc c'est vrai que pour moi, c'est venu naturellement de le faire ici, finalement. Parce que vu que je suis d'ici, donc c'est vrai que la question ne s'est pas posée, quoi. Alors, quelles difficultés est-ce que vous avez rencontrées pour vous lancer dans ce métier ? Déjà, au niveau, on dira, administratif, tout ce qui est papier, au niveau de l'installation, c'est assez compliqué. Et après, au début, je pensais que d'être une femme, ce serait justement la difficulté. Mais en fait, j'ai appris à en faire comme un atout. Quelle est la marche à suivre lorsqu'on veut se lancer dans ce métier ? Alors moi, pour commencer, j'ai fait une formation au lycée agricole de Borgo. Donc j'ai fait un BEP agricole, donc conduite de production animale. Et après, j'ai continué sur un bac pro, conduite et gestion de l'exploitation agricole. Donc après ça, je me suis dirigée vers la chambre d'agriculture et l'Audarc. Et avec eux, on a fait du coup mon projet de développement de mon exploitation, donc qui est sur 5 ans. Voilà. Là, actuellement, je suis à ma 3e année.
Et du coup, dans 2 ans, j'espère que mon projet et mon exploitation, du coup, seront viables, quoi. Je pourrai vivre de mon activité. Quel genre d'exploitation vous avez envie justement de créer? Est-ce que vous voulez rester petite? Est-ce que vous voulez vous agrandir? Non, je souhaite vraiment essayer de garder l'authenticité, cette qualité qu'on essaye de produire, voilà, avec pas énormément d'animaux, mais peut-être après voir, peut-être diversifier mon activité après, mais rester dans la petite quantité et essayer de faire plus de la qualité, vraiment un produit voilà, authentique et identitaire, quoi, quelque chose comme il faisait avant, quoi. Toutes les étapes sont respectées. Oui, on essaye, dans le port, Noustral, c'est-à-dire comme on le faisait avant. Déjà, on les élève, ils naissent ici, donc on les a tout petits, on les élève. Bon, après, ils ont la finition chêne et châtaignier, donc là-haut, il y en a. Ils sont nourris comment? Donc, on a des aliments, selon l'âge, en fait, ils sont nourris différemment. Donc, les petits ont un aliment spécial, donc démarrage. Après, ils ont des céréales et de l'aliment déjà tout préparé, spécial porc corse, quoi. Et après, ils partent dans la nature. Et là, c'est châtaignier, châtaigne s'il y en a, des glands, des choses comme ça. S'il y en a, oui, bien sûr. D'accord. C'est ça. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune qui nous regarde et qui voudrait se lancer dans ce type de métier agricole? Que ce soit les cochons ou oui, autre bien chose. sûr. Si ça plaît, il faut se lancer, il faut essayer. C'est sûr que c'est pas facile, mais il y a rien qui est facile. Mais il n'y a pas de raison, quoi. Je veux dire, après, si on n'essaye pas, on peut pas savoir. D'accord. Et puis, c'est vraiment un beau métier, donc ça vaut le coup, quoi. Si on est passionné, c'est vraiment ce qu'il faut faire, quoi. On vous souhaite en tout cas de réussir, plein de bonnes choses pour l'avenir. Merci. On va goûter votre charcuterie d'ailleurs, incessamment sous peu. Et moi, je vous dis bien entendu à très bientôt pour une autre découverte. À très bientôt, Francesca. Elle lie l'utile à l'agréable. Linda, qu'est-ce que vous pensez de cet accompagnement sur le long terme avec l'exemple d'Emmanuel? C'est primordial sur certains secteurs, comme l'agriculture, l'innovation, sont des accompagnements qui sont nécessaires parce qu'on est vraiment sur des projets du long terme qui ne peuvent pas être rentables rapidement. Là, en plus, elle a vraiment une démarche qualité. Elle a mené vraiment tout un travail en amont aussi. Donc, il y a l'accompagnement en amont, mais le démarrage, et c'est vrai que ce démarrage-là est très important. Et c'est aussi pour ça qu'on se positionne sur une pépinière. D'accord. Alors, le parfait petit manuel de l'entreprise version questionnaire, cette fois, c'est avec vous, Emmanuel, et c'est encore Linda qui va devoir répondre. Oui, bonjour. On va voir si vous avez abordé tout ce qu'il fallait dans la première partie. C'est pour ça qu'on fait un petit récap en deuxième partie. Alors, Linda, si vous étiez un domaine d'activité à éviter? Eh bien, je dirais tout simplement, par rapport aux porteurs de projets, un domaine où je n'ai aucune compétence. La compétence, c'est quand même c'est le b.a.-ba. Des compétences, elles peuvent être directes ou indirectes par rapport à l'activité. On peut être très bon gestionnaire et faire une activité qu'on ne connaît pas, mais avoir un minimum de compétences dans un secteur, que ce soit généraliste ou pointu, mais vraiment éviter de se lancer sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, à contrario, si vous étiez un secteur porteur aujourd'hui? Alors, il n'y a pas de secteur porteur, il y a des secteurs, il y a des activités qui répondent à des besoins. À un moment donné, on peut très bien avoir besoin de quelque chose aujourd'hui qui n'existera plus demain, et ça a été le cas dans le passé. Donc, véritablement, le secteur porteur, c'est celui, véritablement, qui répond à un besoin. Comment on identifie ce besoin? On reste en alerte, on reste en éveil, on observe. Si on est dans une démarche d'entrepreneuriat, tout à fait, tout à fait. Mais si on est dans une démarche d'entrepreneuriat, en général, au bout d'un moment, on trouve l'idée. On trouve l'idée, le besoin. Si vous étiez une entreprise modèle? Pour moi, l'entreprise modèle, c'est celle qui respecte et s'appuie sur ses salariés, sur ses ressources humaines. Et s'il n'a pas de salariés, eh bien, qui respecte et qui s'appuie sur son environnement et ce qu'il peut apporter à son environnement. La démarche entrepreneuriale, c'est une démarche personnelle du porteur de projet, mais ça a aussi un impact autour de soi, autour de... On valorise ses salariés. Exactement. Si vous étiez une forme juridique? Ce serait la forme juridique idéale par rapport au porteur de projet. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une forme juridique. Il y a une offre suffisamment large pour que chacun... Et en fait, chaque projet est différent, chaque porteur de projet est différent, qu'on soit seul, qu'on soit à plusieurs, qu'on ait des biens par ailleurs ou qu'on n'en ait pas, qu'on ait un projet risqué ou qu'on ne l'ait pas, qu'on ait de l'investissement ou non. Ces éléments-là sont des éléments très importants. Il n'y a pas un statut idéal. Si vous étiez un secteur géographique? Le territoire de la CAPA. Et le rural, alors? Est-ce que le rural a les mêmes aides? Il n'y a pas un dispositif un peu plus étoffé Alors, le territoire de la CAPA, c'est 10 communes. Et sur les 10 communes, il n'y a qu'Ajaccio qui est une véritable commune
urbaine. Aujourd'hui, on a 10 communes sur l'ACAPA. Il y a une mission du développement rural à l'ACAPA et il y a un véritable enjeu aussi pour soutenir et porter l'activité sur ce rural. Et c'est véritablement à l'ensemble du territoire que tous les services sont développés. Voilà. Si vous étiez un dispositif d'aide autre que le vôtre. Alors, il n'est pas très courant, il existe quand même, mais moi, c'est celui que je préfère, c'est le coaching. C'est un accompagnement qui est véritablement adapté à une personne. On est sur un projet de création d'entreprise, mais ça a un tel impact sur la vie du porteur de projet. Il faut être vraiment dans la globalité. Tout à fait, dans la globalité. Du projet. Donc c'est vrai, quand on peut aider la personne sur tous les aspects de son projet, je pense que c'est vraiment le dispositif idéal. Alors la dernière, si vous étiez une devise. Pour moi, l'échec n'existe pas. Ce ne sont que des étapes d'apprentissage. Donc, il faut se lancer, il faut oser, il faut essayer. Et même si on se plante, c'est qu'on a appris quelque chose et qu'on peut recommencer encore une fois. Merci pour ce message optimiste. Eh ben oui, après toutes ces réponses, on insiste. Vous avez une semaine, appel à candidature pour la pépinière et l'hôtel d'entreprise. À la M3E, normalement, le site internet s'est affiché. Et c'est le moment maintenant, ma chère Lisa, de faire l'autopromo du programme à ne pas manquer ce soir. Ce soir, à 21h30 sur Viastel, il y a Berlusconi. Alors, homme d'affaires fascinant, mais aussi détestable. Alors, à presque 100 ans, bon, j'exagère, il est né en 36 quand même, mais bon, il a toujours le cheveu noir impeccable. Enfin, bon, ce soir, on parle de l'affaire Mondadori, ou comment il a pris possession des médias. On se croirait dans une série type Dallas, mais c'est bien la réalité, et c'est sa vie, oh monsieur. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, en tout cas, l'homme est une véritable légende. Sa page Wikipédia est plus longue que celle de la reine Elisabeth, qui a bientôt 600 ans. Enfin bon, bref, en tout cas, à regarder et à ne pas louper ce soir. Et vous pouvez vous mettre sur votre canapé avec un bon avocat surtout. Eh bien, merci Lisa pour le programme à ne pas rater. Très très rapidement, le gagnant de votre jeu, quelqu'un a trouvé. Il s'agit de Régis. Alors, je ne sais pas si Régis est avec nous au téléphone. Oui, bonjour. Bonjour Régis. Alors, est-ce que vous avez la réponse ? Oui, j'ai la réponse. Alors dites-nous. L'Entreprise. Bravo. Félicitations. Bravo. Donc Bravo vous avez Régis. gagné l'album Cadeau, de Sparky. CD, livre. Voilà, super, merci. Je crois que je vous ai reconnu, Régis. Oui, on se connaît. Donc on vous fait un bisou. Très très rapidement, mais j'en profite pour vous dire qu'en deuxième partie, nous allons parler d'un défi, se passer une journée entière de sa voiture. Est-ce que c'est possible ou pas? Avec Sophie Raspail, elle est chargée de mission transport et mobilité à l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie. Ça aussi, c'est un défi de le dire. Voilà, on vous promet pas que c'est facile, mais on vous promet quand même des solutions. Merci mesdames d'être venues sur le plateau. Emmanuel, Lisa, je vous retrouve demain. Linda, on vous retrouve demain aussi, mais dans Économie, avec Stéphane Mouchette. Et moi, je vous retrouve à 13h après les titres de Sébastien Luciani. Merci.